Alors, un polynôme de degré 1 correspond à un U de grand X qui est une espérance de phi de X, où phi est une fonction régulière, et une base de monôme de degré 2, pour les degrés 2, correspond simplement à prendre un E de phi de X au carré. Et après, bon, pour les degrés 3, on prend 3 fonctions et on prend les produits. Et ça suffit. Bon, 2 ou 3, ça ne va rien changer en termes de calcul. Ça correspond à un UN qui est 1 sur n, somme de phi de xi. Ah oui, il faudrait que je... Bon, je ferai la remarque après. UN égale 1 sur n, somme de phi de xi. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de... Bon, bref, je commence à paniquer sur le temps. UN égale 1 sur n, somme de phi de xi. Que vous injectez dans le bazar qui est là-bas, en haut. Ça, dans cet opérateur. Donc ça, j'écris ça, du sur dt, moins an u, égale à 0. Donc an, c'est l'opérateur avec des plus. Si je calcule... Si je calcule à NUN dans ce cas-là, que vais-je trouver? Les seules dérivées secondes qui subsistent comme sont des fonctions d'une seule variable, c'est évidemment le cas i égale à j. Donc ça fait un 1/2 de somme sur i. Que vois-je apparaître? J'ai le 1 sur n qui est là. La dérivée seconde de phi, donc phi seconde, j'écris ça en dimension 1, phi seconde de xi, sigma carré de xi, et de 1 sur n moins 1, somme sur j différent de i, delta xj. Bon, ben ça, je sais ce que ça fait. Ça fait partie de toutes ces recettes que l'on a quand n tend vers l'infini. Ça, quand n tend vers l'infini, c'est semblable à sigma carré de xi et de m. Et puis là, on a mis tout en place en dernier qui permet de faire ça. Et là, maintenant, j'ai une somme de fonctions de xi fois m, et donc, la limite, je récupère, ça tend vers 1/2, quand m tend vers l'infini, vers 1/2 de l'intégrale de phi seconde, sigma carré de x et de m, dm. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'espérance 1/2 de l'espérance de phi seconde de grand X, de sigma carré de grand X, et de m, et de loi de X. Et là, vous reconnaissez bien, effectivement, l'expression de cet opérateur agissant sur U, qui est l'espérance de phi de X. Donc, pour les polynômes de degré 1, c'est bon. Polynôme de degré 2. Je n'ai pas spécialement envie de faire le calcul. Bon, enfin bon, parce que... Hein? C'est gentil, merci. Non, il y a deux termes, donc il faut tous les garder, qui correspondent au fait que lorsque je prends la dérivée seconde de phi de x au carré, je vais évidemment avoir d de phi d'un côté et puis d phi des phi. Bon, et ça va correspondre au fait que je vais avoir le k i égale à j et puis tous les i différents de j, qui vont donner effectivement des gradients. Donc, bon, la structure est ce qu'il faut. Vous voyez comment, en tout cas, la mécanique de ce truc, c'est pas plus compliqué, mais simplement on va avoir des i et j en paquet. C'est absolument pas plus compliqué, mais on sait très bien maintenant, lorsqu'on a des fonctions régulières comme ceci, on sait parfaitement identifier les limites, et donc récupérer le bon opérateur, ça devient un jeu d'enfant. Donc, si on prend un polynôme de degré 3, c'est que vous avez des sommes sur i, j et k, c'est la combinatoire, ou un polynôme de degré quelconque, c'est la combinatoire, mais il n'y a aucune difficulté technique. Donc, ça se fait mécaniquement.
Et on vérifie que c'est le bon opérateur, fin de l'affaire. Donc, vous voyez que lorsqu'on a les bonnes recettes en termes de c'est le bon opérateur, parce que c'est le bon opérateur sur les polynômes, et c'est un opérateur qui fonctionne en dimension infinie parce qu'il tombe dans la bonne case, il n'y a plus rien à démontrer. On n'a rien à faire, c'est automatique, c'est un guide de traduction. Alors, le point de vue sur les mesures n'est pas complètement inintéressant, puisque cela consiste effectivement dans ce cas-là à transporter des mesures par une équation aux dérivées partielles stochastique. Bon, mais cela dit, ça, je vais le mettre de côté. Si un jour j'en ai besoin à cause des jeux à champ moyen, je vous en reparlerai à ce moment-là. Pour l'instant, je me contente d'écrire le cas, je vais vraiment finir aujourd'hui, d'écrire le cas, cette vision des choses. Et on a déjà une interprétation probabiliste de ceci. Puisque si je veux vraiment avoir une représentation probabiliste de ça, je peux quand même écrire. Donc ça, c'est la partie qui était vraie dans ce que je disais, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un E étoile de U0 de x de t. Donc là, j'applique cette formule de Ito dans L2, hein, qui est où x de t. Vérifie bien que dx de t égale sigma de x de t de loi de x de t. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on a la propagation du chaos, hein, parce qu'il y a le E étoile. Ça veut dire qu'il y a un mélange des Dirac. Alors, donc ça, c'est le cas linéaire. Quid de cas non linéaires? Alors, dans un cas totalement corrélé, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est des fonctions, les dérivées secondes, c'est un bazar. Alors, c'est possible, mais point trop n'en faut. Alors, donc ça c'était le troisième cas. J'en arrive au quatrième cas. Cas non linéaire. Alors, le cas non linéaire est un peu vague. Donc, je vais l'aborder avec un peu de prudence et je vais commencer par faire le cadre qui est le plus général, d'une certaine manière, qui consiste à faire une observation très simple, c'est que lorsque vous prenez une fonction f de xi, quelconque, sur un espace où vous avez de la régularité, un espace métrique suffit, à vrai dire, vous pouvez toujours la représenter comme un insup. De fonctions linéaires. Donc là, quand je dis ça, évidemment, j'ai une structure d'espace vectoriel normé. Bon, ça c'est une remarque très simple. Supposez que f soit lipschitzienne. Par exemple, il y a beaucoup de représentations, elles ne sont pas uniques, ces représentations. Vous pouvez écrire que le f de xi, c'est l'inf sur tous les états de f de état, si f est Lipschitz, plus C0, la norme de xi moins état. Ben, ça c'est vrai. Si C0 est la constante de Lipschitz, f de xi est bien inférieur à f de état plus C0 fois xi moins état. Et puis ça, c'est un sup. Donc c'est un inf de état
le sup sur P de f de eta plus C0, P scalaire xi moins eta. Et donc là, vous avez bien une fonction affine en xi, à P et eta fixés. Et on peut aussi écrire ça sous la forme de supaf. Hein, bon. Alors, ça nous indique, une fois qu'on a fait cette remarque, ça nous indique quel cas non linéaire, comment éventuellement écrire certains nombres de cas non linéaires. Alors ça correspond à des jeux. Hein. Cette représentation en inf sup, c'est typiquement ce que l'on obtient pour des jeux différentiels stochastiques. Si j'ai qu'un inf ou qu'un sup, c'est du contrôle stochastique. Alors je vais écrire directement l'équation des un sur dt. Et je vais prendre un inf sup. Et là, quel opérateur je vais mettre? Je vais mettre un moins ici, moins 1,5. Et ce que je vais faire, c'est la somme de i égale j de 1 à n. Je vais mettre un sigma alpha bêta de xi et éventuellement de 1 sur n moins 1, somme de j delta xj. Somme sur k différent de i delta de xk. Un sigma alpha bêta de xj de 1 sur n moins 1, somme sur k différent de j de delta xk. Et de d2un sur dxi, dxj égale à 0. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre le même cas que précédemment, simplement mon sigma il dépend d'un certain nombre de paramètres, et par rapport à ces paramètres, je fais un sup puis un inf. Ça correspond à prendre des fonctions non linéaires à peu près quelconques, en plus paramétrées par la dépendance en x, mais en termes des dérivées secondes, ça correspond à prendre des fonctions assez générales, tout en gardant ce principe de corrélation maximale. Donc en termes de fonctions très non linéaires, ça correspond à prendre un f des dij, d2 sur dxi, dxj, j'oublie la dépendance en x, hein, de un. Oui, alors là j'ai oublié qu'il fallait que je rajoute quelque chose. Donc là, je peux rajouter un plus au sens de moins f alpha bêta dans le sup. Excusez-moi, j'ai oublié un terme. Donc l'équation continue comme ceci. Moins f alpha bêta de xi 1 sur n moins 1, somme de cas différents de j de i de delta xk. Donc si je fixe x là-dedans, ensuite je fais la modulation la plus générale possible x par x, j'ai une représentation qui correspond réellement à un inf sup comme ceci. Mais cet inf sup, je l'ai créé en mélangeant les dérivés. Donc j'ai ici quelque chose qui ressemble beaucoup à une fonction symétrique de ces n carré variables, à peu de choses près. n-1 sur 2 variables, mais enfin bon. Donc un très grand nombre de variables, donc symétrique. Donc je sais qu'à la limite, j'ai une fonction de mesure. Bon, alors, vous voyez qu'il va y avoir des histoires de mesure image par D2U, comme on avait vu ça pour les équations du premier ordre. Si je veux vraiment écrire les choses de manière algébrique, je préfère faire ça avec des inf sup, pour qu'on ait des expressions qui restent encore à visage humain en termes d'abstraction. C'est pas que c'est impossible. Et en plus, il y a comment on définit en non linéaire le fait que la corrélation soit maximale. Donc c'est un peu plus que la symétrie, mais bon. Faisons pas trop compliqué. Donc gardons ça, puis après je vous signalerai d'autres généralisations, et puis on s'arrêtera. Pour les Minfield Games, j'ai besoin que d'un sup. C'est pour ça que moi, ça me suffit largement.
Alors, lorsqu'on écrit les choses comme ça, bah, les choses deviennent simples, à part que ceci, c'est faux. Alors, c'est faux parce que j'ai une somme sur i ici. Lorsque j'ai une somme sur i, quand j'étais avec une équation linéaire, je ne voyais pas les 1 sur n. Et je n'avais pas ce terme en x. Je n'avais pas écrit de second membre. C'était égal à 0. Donc je dois avoir un 1 sur n ici. Sur cette partie-là d'opérateur, je n'ai pas de souci à me faire parce qu'il n'y a pas de... Le scaling s'élimine complètement. Parce que normalement, il faudrait multiplier les dérivées secondes par n et puis rediviser par n. Donc bon, bref, là, ça s'élimine. Formellement, hein, on doit toujours avoir des choses d'ordre 1. Ça, c'est un terme d'ordre 1. J'en ai n comme ça, si je mets la somme, et donc je dois diviser par n. Les dérivées secondes, lorsqu'elles sont pour i différentes j, c'est d'ordre 1 sur n2, et j'en ai de l'ordre de n2, donc c'est d'ordre 1. Et en fait, les dérivées pures secondes, c'est d'ordre 1 sur n, et j'en ai n, c'est d'ordre 1. Donc tous les termes sont d'ordre 1, donc ceci est cohérent. Alors, ben, l'équation, vous voyez maintenant comment on s'y prend. Pas très très compliqué. La mécanique est bien mise en place maintenant. Donc, comment on devine et après tout se justifie à partir de là. Alors, le dun sur dt, ça devient un du sur dt. Le moins 1,5, un sup. J'y touche pas, et puis ça, je sais quels sont les opérateurs limites. Le truc qui est à la fin, c'est quoi? Donc je vais écrire tout de suite le terme c'est un moins f, et puis je vais faire les choses tout de suite dans l'espace de proba. C'est un moins f alpha bêta en la variable aléatoire grand x et en la loi de x. Et à la fin, j'ai égal à 0. Et au milieu, qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est un m, cette expression, on a calculé sa limite, donc elle est toujours au tableau, bah, donc j'aurais écrit d2u de x facteur de sigma alpha bêta de x et de loi de x. Facteur de sigma alpha bêta de x et de loi de x, et puis je réécris sigma alpha bêta, mais je ne donne pas les variables, et puis moins, au sens de moins ou de plus, ouais, moins. J'ai mis un moins ici. Ben voilà. Donc on récupère des équations non linéaires, et vous voyez la différence avec le cas décorrélé. Dans le cas décorrélé, je prenais les dérivées secondes, je prenais la fonction et je mettais l'espérance dehors. Là, d'une certaine manière, les espérances, elles sont prises à l'intérieur. Hein, puisque dans cette action de dérivée seconde, il y a de l'espérance. Donc l'espérance est à l'intérieur et les non-linéarités à l'extérieur. Ça vaut mieux, hein, c'est pas le même problème. Bon, il n'est pas plus méchant, et ça c'est la mécanique solution de viscosité, existence, unité de stabilité quand n tend vers l'infini, faire le linéaire ou ce non linéaire là, c'est pas plus méchant. C'est pas plus méchant, modulo néanmoins un certain nombre des hypothèses. Les hypothèses, tout est OK, avec les hypothèses techniques, techniques qui sont très vraisemblables, c'est que les sigma alpha bêta sont lipschitziens sur RD croix P2, uniformément en alpha bêta. Lorsque je mets un inf sur alpha sup sur bêta, c'est implicitement les alpha décrivent un certain ensemble, les bêta décrivent un certain ensemble. Et quand je vous ai donné la formule tout à l'heure avec un sup sur P, j'ai oublié de dire que le sup sur P, c'était le sup sur tous les P inférieurs ou égal à 1. J'ai écrit la norme comme, pardonnez-moi, hein, je reviens en arrière, c'est P xi moins eta, qui donne la norme de xi moins eta, évidemment c'est
c'est la norme de P. Et comme je peux intégrer d'ailleurs le C0 là, si j'en ai envie, mettre C0 et 1, enfin, peu importe. C'est ça qui me donne la norme de xi moins zeta. Donc, Lipschitziens uniformément en alpha bêta, et puis sur les f alpha bêta doivent être continus, uniformément continus si on est sur RD tout entier, c'est la bornée. Sur R2, croix P2, si on est avec condition limite de périodicité sur R2, c'est simplement continu sur le compact RD de Tor croix P2, et c'est toujours uniformément en alpha bêta. C'est tout. Bon, bah donc si on met les hypothèses uniformes en alpha bêta, en termes d'analyse de l'équation dérivée partielle limite, c'est la même chose qu'une équation linéaire. C'est pas plus compliqué de faire du non linéaire que du linéaire. Et ensuite, on a déjà identifié les opérateurs, et puis on a mis des influx dehors, c'est pareil. Donc il n'y a rien à faire. Si on a bien compris le cas linéaire, le cas non linéaire, c'est pareil. Modulo la technologie dont on dispose. Bon. Ensuite, 5. Ouais. 5, on va mélanger. On va mélanger le cas corrélé et le cas non corrélé. Alors, je vais écrire la diffusion la plus générale. Et puis après, on va faire du non-linéaire. Et puis après, je vais vous parler de problèmes nouvelles. Voilà ce qui reste dans le temps qui reste. Et on aura fini avec cette partie analyse que je vous avais promise l'an dernier. Et que d'ailleurs, je ne savais pas comment faire le plus simplement et proprement possible l'an dernier. Je voyais bien que ça marchait, mais j'avais encore des arguments un peu sales. Là, maintenant, les choses se sont bien nettoyées. Donc, 5, c'est... c'est même pas le point 5, c'est j'étais avec corrélation. Maintenant, on avait fait le cas sans corrélation la semaine dernière. Maintenant, je vais parler du cas général. Alors, le cas général, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une situation dans laquelle vous allez écrire, je préfère partir des processus de diffusion, qu'on voit bien le type d'interaction que l'on a. Un alpha de xi t est de 1 sur n-1 somme sur j différent de i de delta xj. Ça, c'est à cause de l'indissociabilité. Par rapport à ces variables-là, ça doit être une fonction symétrique. Je l'écris comme une fonction exactement, ou ça pourrait être asymptotiquement une fonction de la mesure empirique. Bon. Là, je mets des browniens indépendants. Je mets plus un bêta de xit, c'était le sigma il y a un instant, de 1 sur n-1, somme sur j différent de i de delta xjt dbt. Et puis, on peut quand même ramener aujourd'hui les termes du premier ordre. Là-dedans, les WI, les B, sont des browniens tous indépendants. Donc, ça, le gamma, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Le alpha tout seul, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, c'était le bêta tout seul. Maintenant, on met tout en place. Alors, évidemment, c'est une superposition en termes d'opérateurs. Donc, je vais écrire les opérateurs toujours en 1D. Et on peut les écrire en dimension plus grande, ça ne change rien. En termes d'opérateurs, qu'obtient-on? Alors, je vous rappelle, en tout cas, tiens, je n'ai pas réfléchi à ça. À coefficient constant,
c'est le cas le plus général, et je pense que c'est vrai aussi un coefficient non constant, mais c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça doit être vrai. À coefficient constant, d'avoir d'une part des browniens indépendants et de rajouter un brownien commun, c'est la structure qui préserve la symétrie la plus générale possible. Il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a rien d'autre. Bon. Alors, en termes d'équation, on a dun sur dt. Sur la partie indépendante, ce sont des dérivées pures. C'est une somme de i égale 1 à n de d2un sur dxi multiplié par alpha 2. Je ne dis pas sur quoi ça agit. C'est xi, la somme sur j différent de i de delta xj. d2un sur dxi carré. La partie en bêta, c'est moins 1,5 de somme de i, j variant de 1 à n de bêta 2. Je ne dis pas sur quoi ça agit de d2un sur dxi dxj. Enfin, le terme de dérive, c'est un moins bêta au sens d'une somme de i égale 1 à n de bêta, je ne dis pas sur quoi ça agit, fois dun sur dxi. Ouf, égal à 0. C'est un gamma, oui, merci. Alors, on écrit tout de suite l'équation limite, et je ne dis rien parce que on a identifié cet opérateur, on a identifié ces opérateurs, on les somme, rien de plus. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. On fait du sur dt, on fait des révisions. Alors ça devient un opérateur de dérivée seconde qui est u seconde de x appliqué à une gaussienne. Donc ça, c'est une écriture en x où g est une gaussienne indépendante de x. Pour calculer l'opérateur en x. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ici, que trouve-t-on? Alors, c'est multiplié par un alpha 2. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le alpha. Multiplié par alpha de x de loi de x fois g, alpha g. Et ici, c'est moins 1,5 de u seconde de x fois un bêta de x et de L de x, bêta de x et L de x. Ça ressemble beaucoup, mais là, c'est quelque chose qui est dépendant de x multiplié par un truc indépendant. Dans l'autre cas, c'est multiplié par 1. C'est complètement dépendant de x. Les opérateurs se ressemblent, mais rappelez-vous, ça c'est un opérateur que l'on peut réinterpréter comme un opérateur du premier ordre singulier. Donc ça, c'est un vrai opérateur du second ordre. Celui-là est invariant par changement de fonction inconnue. Celui-là, il ne l'est pas. Parce qu'il n'y a pas d'orthogonalité de la variation par rapport à x. Alors, donc, ça, c'est cet opérateur-là. Et ensuite, on a moins 1,5. Moins gamma. Moins gamma, oui, enfin bon, ça c'est simplement u' de x fois gamma de x. Vous pouvez les réécrire avec une espérance et on a un avis avec le gradient. Là, j'écris la différentielle. Voilà, bon, même cause, même effet, c'est pas plus compliqué. Ça, c'est le cas linéaire.
Bon. Alors, rien, on peut parler de l'interprétation stochastique. Là, ça correspond à prendre d'un côté une vraie espérance et c'est toujours résoudre la somme des équations différentielles ordinaires stochastiques, dx égale alpha dw plus bêta db. Mais dans un cas, c'est u appliqué à une variable aléatoire. C'est une variable qui est doublement aléatoire, qui dépend des oméga qui sont ici, des oméga étoiles qui sont là, et si vous voulez, et dans un cas, on applique U, pour avoir la formule de représentation, on applique U à la variable aléatoire par rapport à oméga, et par rapport à oméga étoile, après avoir appliqué U0, vous prenez l'espérance. Donc, dans un cas, vous transportez, mais les espérances ne sont pas placées au même endroit. L'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Bon, ça nécessite un peu d'habitude, mais alors, le point de vue dual est assez intéressant de voir que ça correspond à des équations des partiels stochastiques, mais je pense que là, vous commencez comme moi à fatiguer, donc je ne vais pas rajouter un autre point de vue. Si j'en ai besoin plus tard, on fera un petit retour en arrière. Alors, lorsqu'on en est là, le cadre non linéaire... il y a l'option de faire de la superposition. Hein. C'est un inf. Ah oui, alpha, bêta, c'est intelligent ça. C'est un inf sur gamma delta, un f sur gamma sur delta. Gamma, c'est pas mieux. Donc, IJ. Après, il y a des choses qui ne sont naturellement pas des indices. Hein. Rho, epsilon, on n'a pas envie de prendre ça comme indice. Hein. Allez, kappa lambda. Bien. Donc ça, vous faites la superposition non linéaire avec des sup et des inf du cas précédent. Bon, pareil. Les hypothèses techniques qu'on a ici, c'est tout la même chose que ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire alpha, bêta, gamma, Lipschitzien sur RD croix P2. Bon, ça c'est un cas non linéaire qui ne mange pas de pain. Alors, une autre manière d'écrire les choses de manière un peu plus non linéaire, c'est de dire, donc je fais une remarque et je n'insiste pas, c'est de dire que vous avez des fonctions qui regardent les dérivées secondes en xi carré, qui regardent les dérivées secondes en xi, xj de manière symétrique. Alors, il faut mettre un n devant et faire des sommes sur i et des 1 sur n. Bon. Il y a plein d'extensions non linéaires possibles. Donc, à la limite, vous avez ensuite des fonctions qui vont naturellement agir sur les matrices symétriques et sur les mesures de probabilité sur les matrices symétriques. Donc, ce sont de telles opérations qui apparaissent à la limite. Bon, là, je vous épargne ces généralisations-là. Des fonctions continues par rapport à la topologie faible sur les mesures de proba, sur les matrices symétriques. Bon, ça, c'est pour vraiment essayer d'écrire des équations non linéaires générales. En plus, il faut écrire l'aspect que ce soit des fonctions qui aient la bonne propriété d'ellipticité faible, c'est-à-dire de croissance par rapport à A.
Bon, alors ça devient un peu compliqué, je n'ai pas regardé tous les détails et on ne va pas se lancer. Donc on peut faire des choses. En tout cas, je vais surtout conclure dans le dernier quart d'heure. Je voudrais surtout conclure, donc ça c'est la structure, mais je voudrais conclure en donnant des cas où je ne sais pas, où ça ne marche pas. Les deux cas de figure se présentent. Ça ne marche pas parce que l'expression en termes de dérivée seconde mélangeant tout est beaucoup plus complexe. Ou ça ne marche pas parce que l'expression en termes de dérivée seconde est une expression dure, au sens où elle regarde isolément chacune des dérivées secondes. Toujours ce principe qui consiste à dire toutes ces limites marchent très bien lorsque chacune des variables, chacun des agents, on reverra ça plus tard, a finalement une importance très limitée sur le résultat final. Ça, c'est la bonne structure. En revanche, les situations qui sont beaucoup plus complexes sont des situations dans lesquelles chaque agent a une influence d'ordre 1 sur le résultat final. Donc ça correspond à la métrique D infini, qui est une cochonnerie sur l'espace des mesures de proba. Ça correspond en termes de fonction de x1, xn à dire, si je regarde le maximum des phi de xi, chaque fois que si je bouge un xi, le maximum il bouge. Okay. Alors donc, ça c'est ce que j'appelle des fonctions dures, parce qu'elles sentent l'influence précise de chacune des variables. Et on sent bien que quand n tend vers l'infini, ça va être plus singulier. Tandis que si ça oublie le comportement individuel, pour regarder le comportement collectif, c'est beaucoup plus stable. Aucune allusion politique là-dedans. Donc, le cas où je ne sais pas. Donc, question. Et puis après, contre-exemple. Alors, je peux multiplier les questions. Je vais prendre des équations, il y en a une où je sais ce qui se passe, et puis il y en a une où je ne sais pas ce qui se passe. Alors, donc, je vais prendre l'équation de courbure moyenne, qui en bon français se dit MC, moyenne courbure. Cette équation-là, à quoi correspond-elle? Elle correspond à écrire dun sur dt moins Laplacien, Laplacien complet en x de un, moins d2u, la dérivée seconde un, en grand X, appliqué à gradient un, normalisé, c'est-à-dire que je mets un plus ici, je gomme la diffusion dans la direction du gradient. Je ne diffuse que sur les lignes d'isovaleur. Hein. La direction normale, c'est le gradient, et donc ça veut dire que je suis en train de diffuser uniquement sur la ligne un égale constante. Et ça correspond à un front qui bouge par la courbure moyenne. C'est-à-dire la vitesse normale de déplacement de la surface est proportionnelle, ici 1, à la courbure, est égale à la courbure moyenne, c'est-à-dire la moyenne des courbures. Bon, alors ça c'est une équation géométrique qui agit comme un opérateur du premier ordre, c'est-à-dire que si je remplace un par une fonction de un, ça reste une solution de l'équation, puisque bien entendu c'est un mouvement des lignes de niveau. Et si vous composez un par une fonction, ça laisse les lignes de niveau invariantes. Ça, quand n tend vers l'infini, cette équation de courbure moyenne a la même limite que l'équation de la chaleur. Ça converge quand n tend vers l'infini vers la même équation, celle que l'on a identifiée. On ne voit pas la différence quand n tend vers l'infini. Ce qui d'ailleurs est une autre manière de bien voir qu'on a une équation linéaire pour l'équation de la chaleur limite, mais qui est également géométrique, puisque c'est une limite d'équation géométrique. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Non. C'est essentiellement une trivialité sur les polynômes. C'est une trivialité parce que en termes de matrice
D2x un en termes de matrice est d'ordre 1 sur n. C'est-à-dire que si je regarde cette matrice au sens des matrices symétriques, c'est majoré par C0 sur n fois l'identité. Et c'est ça le bon scaling, moins C0 sur n fois l'identité. Ça, c'est ce que vous avez naturellement quand vous avez des termes hors diagonaux qui sont d'ordre 1 sur n2 et des termes diagonaux qui sont d'ordre 1 sur n. Si vous faites du Cauchy-Schwarz, vous apercevez qu'effectivement, toutes les valeurs propres sont d'ordre 1 sur n. Et donc, lorsque vous prenez de la diffusion dans une direction, c'est d'ordre 1 sur n. Diffusion dans une direction, c'est semblable à 1 sur n. Bien entendu, la direction bouge de point en point, elle dépend de un, elle est non linéaire, mais quand même, localement, c'est la diffusion dans une direction. Et une direction, ça ne compte pas dans ces limites. Parce que c'est d'ordre 1 sur n. Et donc voilà pourquoi c'est la même limite. Bon, ça c'est plaisant, hein, quand n tend vers l'infini, ça permet de mieux comprendre pourquoi. Ce qui était quand même un peu étrange, pourquoi l'équation de la chaleur devient une équation géométrique en dimension infinie, qui ne dépend donc que des lignes de niveau sur l'espace de proba. Enfin, ligne de niveau, c'est un vocable particulier hein, sur l'espace de proba. Bon, alors ça, je comprends ça. Alors ça, c'est une brave équation géométrique. L'autre grande équation géométrique qui n'a pas la propriété de la variance par ligne de niveau, mais qui est d'équation intervenant en géométrie, c'est l'équation de Monge-Ampère. Donc, courbure moyenne, OK. Oui, là, je fais un peu d'entomologie des EDP. Hein. Donc, l'autre bébête bizarre, Monge-Ampère. Donc, l'opérateur, ça, c'est déterminant de D2U. Alors, quels sont les scalings à prendre? C'est déterminant de n fois D2U, parce que D2U, c'est une matrice d'ordre 1 sur n, je la dilate. Mais je peux quand même avoir des valeurs propres qui sont égales à 2. Et si j'en ai n et que je prends le déterminant, ça fait quand même 2 puissance n. Donc si je veux vraiment normaliser les choses, il faut que je prenne la puissance 1 sur n. Je vous rappelle d'ailleurs un très joli exercice d'algèbre. Si vous prenez une matrice symétrique strictement positive et que vous regardez déterminant de A à la puissance 1 sur n, ça c'est l'infimum sur toutes les traces de AB pour tous les B symétriques, définis positifs, tels que le déterminant de B soit 1 sur n à la puissance n. Donc si j'écris déterminant de B à la puissance 1 sur n, c'est 1 sur n. C'est une autre manière de voir que là, on est en train d'écrire des choses qui ont un sens. Oui, c'est pas simple, hein, cet exercice algébrique. C'est une manière de voir que l'équation de Monge-Ampère est une équation de contrôle stochastique, puisque c'est un inf de fonction linéaire, comme ceci. Bien. Alors, je pense que le premier qui s'était servi de ça, justement, pour... Ah ben non, j'allais dire c'était Krylov, non, c'était moi. Je m'en souvenais plus. Alors, déterminant de n des 2u à la puissance 1 sur n. Alors, donc, cet objet-là, bah, écoutez, je ne sais pas vers quoi ça converge, et le problème, c'est que je ne sais pas identifier la limite sur les polynômes. Je sais le faire sur les polynômes de degré 1, sur les polynômes de degré 2, je me perds dans les calculs de déterminants, je ne sais pas. Donc, même pour un polynôme de degré 2, donc je l'ai fait pour un monôme, je l'ai fait pour un ou deux trucs, je trouve parfois des zéros bizarres, enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des trivialisations qui se passent, il y a une structure là, mais je ne la comprends pas. Alors je vais vous faire le calcul que je comprends.
pour les polynômes, parce que j'essaie d'identifier l'équation limite. Si je l'identifie sur les polynômes, c'est gagné. Après, ça tournera tout seul. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on doit s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. C'est que fondamentalement, derrière le déterminant des deux U, vous avez le transport, les mesures images à partir d'une mesure par gradient U, par la transformation gradient U. Donc, derrière, vous avez l'équation de Monge-Ampère pour faire du transport. Alors là, il s'agirait de faire du transport dans l'espace des mesures, c'est-à-dire sur l'espace P de P. Or, comme il n'y a pas de volume, il y a peut-être des difficultés à avoir des notions assez intrinsèques de déterminants. Je ne sais pas, je nage complètement. Donc c'est rigolo, parce qu'à la limite, on peut se poser ça comme des questions purement de calcul algébrique. Et pour des polynômes de degré K, bon courage, si quelqu'un sait calculer les déterminants, ça devient un problème topinal. Hein. Mais bon, ce qui a toujours été des choses qui m'ont passionné. Alors, donc, polynôme de degré 1, ça correspond à injecter 1 sur n somme de phi de xi. Bon. Alors là, on sent que n fois d2u, c'est redoutable. Puisque je vais trouver ici d de phi, avec ça, d de phi avec xn. Et donc, ce que je récupère, c'est le produit de i égale 1 à n de déterminant de d de phi de xi, le tout à la puissance 1 sur n. Et ça, c'est facile d'identifier sa limite. Enfin, c'est facile, ça ne se voit pas à l'œil nu. Alors, pour identifier la limite quand n tend vers l'infini, on prend le log. Si je prends le log, donc ça fait exponentielle du log, bravo, 1 sur n, de la somme de i égale 1 à n du log de déterminant. Je suis prêt à prendre des trucs convexes, hein, si ça vous arrange. Ça correspond bien à des matrices positives ou nulles. Du log de déterminant des deux phi de xi. Puis là, je reconnais mes moutons. C'est une somme de fonctions de xi. Et donc, ce que je récupère, c'est l'exponentielle à la limite. Ça tend, quand n tend vers l'infini, vers l'exponentielle de l'intégrale du log du déterminant de deux phi. Alors, l'intégrale par rapport à m. Voilà la fonction de m que je récupère à la limite. Donc c'est ce que j'aurais envie d'appeler un déterminant de u seconde. Ça ne veut absolument rien dire ce que je suis en train d'écrire. Un déterminant de u seconde en m. Où u est égal à l'intégrale de phi m. C'est joli comme formule, mais... Donc, on prend déterminante des deux phi, ça paraît raisonnable, hein, puisque c'est l'opérateur de Monge-Ampère. On prend son log, on intègre contre la mesure, et après on reprend l'exponentielle, de sorte que ça a bien l'homogénéité d'un déterminant. Donc ça, toutes ces opérations sont bien cohérentes. Et bien ça, on s'attend à ce que ça soit le déterminant de la dérivée seconde de ce bazar-là. Bon. Ben, c'est le seul calcul que je sais faire. Je sais en faire d'autres avec des monomes très particuliers. Si je prends l'intégrale de phi m au carré, j'ai l'impression qu'on trouve 0. Donc je ne comprends rien. Je suis complètement paumé. Donc, mystère sur quelle est la limite de Monge-Ampère. Et donc ça, c'était la question. Et puis, ce qui ne marche pas, enfin, il y a des choses à dire, mais ça devient compliqué. Ce qui ne marche pas, c'est lorsque vous avez des dépendances dures par rapport aux dérivées secondes, en termes. Donc là, je continue la zoologie, donc, et c'est bien de le faire avec des sup. Donc, attention. On vient dire que dans les équations non linéaires, il faut faire attention à ce point des dépendances dures par rapport à des dérivées secondes. L'exemple que je vais prendre, c'est dun sur dt, je vais écrire l'opérateur, c'est sup
de n fois d2 un sur dxi 2 sup sur tous les xi de norme 1. Donc, je prends des diffusions unidimensionnelles. Okay. Donc, je diffuse dans une direction xi. Et puis, je prends la meilleure possible ou la plus mauvaise possible, suivant que je minimise ou maximise, en termes de contrôle stochastique. Un opérateur très naturel. En termes de dire, je m'autorise qu'à des diffusions unidimensionnelles, et puis après, je fais du contrôle par rapport à ça. À chaque instant, j'ai le droit de choisir une direction pour diffuser. Alors là, il y a une vraie difficulté, c'est que vous voyez bien, ça dépend très durement des dérivées secondes. Je suis en train, le n, c'est pour normaliser les choses, mais là, je suis en train de dire que dans chacune des directions, ça compte. Par rapport au Laplacien, où je prends la trace de ceci, la somme des parties diagonales de ceci divisée par 1 sur n. Donc, dans chacune des directions, je divise par 1 sur n. Là, je prends le sup. Donc ça, c'est méchant. Le cas intermédiaire, c'est de dire, je vais mettre comme s'il y avait des plus ici, vous pourriez mettre une partie positive si vous en avez envie, c'est de dire, ça ne veut rien dire du tout, c'est de se taire. Il y a entre le Laplacien et le sup, le Laplacien c'est une somme, le sup c'est la norme L infinie, vous avez toutes les normes LP. Alors toutes les normes LP fonctionnent, c'est des équations non linéaires, ça c'est, je regarde une norme sur les matrices, hein. Le Laplacien c'est la somme, c'est la norme 1 si vous voulez, le sup c'est la norme infinie, la norme 1 fonctionne, toutes les normes P fonctionnent, parce que il faut faire des bons scaling, mais grosso modo, si vous êtes en train de faire une somme, vous allez diviser quelque part par n, et donc vous allez amoindrir la dépendance par rapport à l'une quelconque des variables. Il n'y a que le sup où je le sens totalement. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je peux vous montrer qu'il y a une vraie difficulté, même si on a l'impression qu'on a une réponse? C'est que si vous prenez le polynôme de degré 1, je ne suis même pas sûr de pouvoir faire le calcul pour un polynôme de degré 2, qu'est-ce que vous allez récupérer? L'intégrale de phi n. Donc ça veut dire que un et 1 sur n, somme de phi de xi. Le bazar qui est là, c'est quoi? C'est le sup sur xi en norme de norme 1. Les n et les 1 sur n, ils s'en vont. Le d de n sur dxi 2, ça vous fait phi seconde de xi fois xi carré. Et ça, qu'est-ce que c'est? La somme d'xi carré, ça vaut 1. Donc ça, c'est le sup sur tous les i de phi seconde de xi. Prototype de fonction de n variables qui correspond à la distance d infinie sur l'espace de proba, et donc là, distance beaucoup plus pénible à manipuler. Fondamentalement, vous attendez, mais c'est très instable comme limite, vous attendez à ce que ceci ressemble au sup de phi seconde de x pour tous les x dans le support de m. Ce qui est bien une fonction de m. Mais c'est une fonction de m abominable. Donc cette fonction de m, c'est une fonction de m très instable, discontinue. Donc d'essayer de penser qu'il y a une équation aux dérivées partielles pour ça, non. Donc la conclusion, c'est que c'est fondamentalement des équations dures comme ça. Les limites, peut-être on peut en dire des choses, mais ça ne va pas passer facilement comme tout ce que je vous ai raconté, en opposition à tout ce que je vous ai raconté. Sur ce, j'arrête. Voilà le panorama complet
au jour d'aujourd'hui sur les équations dans R puissance n avec symétrie, qu'est-ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Et à partir de la semaine prochaine, retour au champ moyen. Oui. Ben oui, je pars le soir à Hong Kong. Donc ça laisse amplement le temps. Oui. Bon, bref. OK, allez, petite pause avant le séminaire.